Bienvenue à toutes et à tous pour cette vidéo consacrée à la découverte de la signification astrologique d'Eris, mais également à ce qu'elle peut ouvrir comme autre type de recherche pour, je dirais, compléter le système RET initial en prenant en compte l'ensemble des planètes naines qui sont découvertes du côté de la bande de Kuiper et du nuage de Oort. Cette vidéo est aussi un message à destination de Jean-Pierre Nicolas, père de l'astrologie conditionnaliste. Il présente très certainement un haut niveau de pensée perceptive qui repose sur le raisonnement par image. Et les plus belles évidences arrivent très souvent sous forme d'images. Et ce RET est de toute beauté. C'est un modèle qui regroupe tous les besoins fondamentaux de l'homme, tout ce qui nous habite, tout ce qui nous anime. Et je dirais, sa logique a été explorée lors des 2 précédentes vidéos qui sont consacrées donc aux clés de l'astrologie conditionnaliste pour ceux qui veulent s'y reporter. Là, dans ce système RET, il y a 2 planètes qui ont attiré mon attention lorsque j'ai tenté de me mettre en recherche de la signification astrologique d'Eris, puisqu'on partait quasiment de rien. Donc je me suis dit, on va partir du connu, on va partir de l'observation de ce beau système RET. Et 2 planètes ont donc attirent l'œil parce qu'ils ont des positions paradoxales, à savoir la Lune et Mars. Pourquoi paradoxales? Parce que ces 2 planètes-là, eh bien, dans leur signification, dans leur essence première, ils appellent une altérité, ils appellent une autre présence. Et paradoxalement, aussi bien Mars que la Lune se retrouvent en solo. Alors, la Lune, Jean-Pierre Nicolas nous disait qu'effectivement, elle était en dehors du cadre RET, mais qu'elle infiltrait l'ensemble des planètes du système solaire et qu'on retrouve son empreinte à l'intérieur de toutes les autres planètes. Donc cette première empreinte-là, qui est lunaire, qui correspond au premier mois de naissance, eh bien, correspond finalement à une série de potentialités qui sont ensuite revisitées lors des cycles des autres planètes. Si par exemple on prend le Soleil, eh bien le Soleil, qui met donc, où la Terre met 1 an pour tourner autour de lui, eh bien revisite et approfondit cette idée de confiance. Et avec le Soleil, on est sur la confiance identitaire, sur la confiance en soi. Tandis qu'avec la Lune, on est sur une idée de confiance, sécurité de base, une capacité à s'abandonner parce qu'on se sent en sécurité. Donc à chaque fois, je me suis essayée à tenter de trouver finalement un mot-clé commun qui permettait de comprendre la filiation qu'il pouvait y avoir entre la Lune et Mars. Entre la Lune et les autres planètes. Autre exemple, lorsqu'on prend la Lune et Mars, je me suis aperçue que les 2 étaient véritablement au cœur du vital. Si par exemple la Lune n'était pas notre satellite, eh bien la vie n'aurait pas pu se développer puisque grâce à sa présence, elle stabilise l'axe de la Terre et permet du coup le développement de tout ce qui est vie complexe et du coup par conséquence l'apparition de l'homme. Eh bien le Mars correspond effectivement au cœur du vital, puisqu'il est l'incarnation du corps, des 5 sens, hein, et puis je dirais, de tout ce qui relève des besoins primaires et de la Terre et de la nature en général. Donc, à chaque effectivement planète, j'ai tenté donc ça fera l'objet d'une vidéo plus spécifique. J'ai tenté de voir en quoi il pouvait y avoir un point commun. Et lorsque je me suis replongée sur la position de Mars, eh bien, je me suis dit, ouais, là, il y a quelque chose en tous les cas de non élucidé. Autant j'avais pu élucider
je dirais, les points communs qu'il pouvait y avoir et cette place un peu isolée en dehors mais infiltrée de partout, qui était l'idée initiale de Jean-Pierre Nicolas avec la Lune, autant avec Mars, eh bien finalement, on était face, je dirais, à un grand mystère. Comment cette planète-là qui appelle dans sa symbolique la relation, enfin, le duo, les forces de friction pour se mettre en mouvement et qui du coup correspond au rapport de force et la nécessité d'être avec un partenaire en face de soi et d'être au contact d'un environnement pour l'explorer, donc d'une présence véritablement extérieure. Comment se faisait-il que ce petit Mars, ce grand Mars, au centre, eh bien, n'avait aucun pendant? Alors pourquoi je dis ça? Parce que comme c'est une figure géométrique, le RET peut être plié. Donc si on le plie par exemple à la verticale, eh bien, ou à l'horizontale, prenons d'abord l'horizontale, on s'aperçoit que le Soleil, eh bien, lui, se retrouve à toucher Pluton, et là on est sur des symboles inversés. Le Soleil, la lumière, l'évidence, le visible, et pour Pluton, donc son miroir inversé et complémentaire, l'ombre, je dirais tout ce qui se cache derrière ce qui se montre, le monde de l'invisible. Voilà. Lorsqu'on prend, pareil, à la verticale, lorsqu'on plie Uranus, eh bien, il se retrouve sur Mercure. Et là, on est face à deux postures diamétralement opposées. Mercure est sur une pensée divergente. Une idée en entraîne une autre, et ainsi de suite. Donc, on est face à l'idée d'une ouverture maximale, tandis que la posture d'Uranus, elle, resserre, elle est affirmative, elle exclut la multiplicité et elle impose un point de vue, je dirais, univoque et unique, en excluant tout autre point de vue. Donc, je me suis dit, alors, il y a quelque chose peut-être autour de Mars, d'un avatar, quelque part, d'un pendant, dans un autre niveau de réalité, puisque on retrouvait aucun pendant à l'intérieur même du système RET. La deuxième évidence qui m'a percuté, je dirais, enfin pas la deuxième évidence, le deuxième signal déclencheur, hein, ça a été la carte de Richard Pollard, où on voit clairement que l'orbite d'Eris est totalement inédite. Alors déjà, quand on connaît la symbolique de Pluton et ses effets renversants dans le réel, on se dit mais qu'est-ce que ça doit donner avec Eris? Et donc là je me suis dit on est véritablement face à une petite bombe. Et cette idée-là a fait son chemin. Et je me suis dit, bon, Eris, obligatoirement, se trouve dans le parage de la très grande transcendance, hein, puisque Pluton, eh bien, a un pied du côté de la transcendance simple, entre guillemets, puisqu'elle a un pied du côté du système solaire relativement proche de notre étoile, et elle a un deuxième pied, je dirais, du côté de la très grande transcendance, avec l'ensemble où elle côtoie finalement l'ensemble des autres planètes pleines qui sillonneraient du côté de la bande de Kuiper. Lorsque j'ai approfondi cette idée-là, je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre Mars et Eris, par hasard, puisqu'on lui cherchait son avatar, est-ce que par hasard, ça ne serait pas Eris? Tout simplement, je suis partie de l'idée Mars, corps physique. Donc, si Mars était le corps physique, dans le niveau existence, eh bien, Eris serait le corps subtil dans le niveau transcendance. Cette idée-là de corps subtil, vous remarquerez qu'elle traverse l'ensemble des civilisations et des époques. Donc, il y a peut-être quelque chose, effectivement, d'une essence, en tous les cas, d'un besoin fondamental relié à l'homme à travers cette idée-là de corps subtil. À la suite de quoi, j'ai continué de dérouler mon fil conducteur et je me suis dit, bon, là, on est face avec Mars à des forces de friction, je dirais mécaniques presque, hein, puisqu'on est dans le niveau existence. Donc, si par exemple, les forces de friction sont trop brutales, eh bien, ça entraîne des altérations du corps, des accidents, on perd une jambe, on perd un bras, bon voilà, c'est visible, c'est clair, c'est net, voilà. Avec Eris, je me suis dit, là, si on est sur une idée de friction des énergies subtiles, eh bien, on est sur l'idée d'une pulvérisation. Hein. J'ai eu tout de suite l'image de la bombe atomique avec ces histoires d'atomes qui, dans l'infiniment petit,
eh bien, en phénomène de réaction en chaîne, était capable de détruire une ville entière. Donc, comment l'infiniment petit, quelque part, peut déclencher des phénomènes qui relèvent de l'infiniment grand et qui échappent grandement à l'homme. Donc je me suis dit, bon, si Eris est bien sûr cette histoire de corps subtil, d'énergie subtile, avec les atomes, eh bien il y aurait peut-être un lien avec notre grand Albert. Alors, s'il y avait un lien avec notre grand Albert, si j'étais sur la bonne piste, eh bien, obligatoirement, Albert Einstein devait avoir un Eris archi-dominant, hein, puisque là, en la matière, il incarnait véritablement l'idée des énergies subtiles et de tout ce qui renvoie aux lois fondamentales du cosmos et de la nature. Et là, effectivement, j'ai pas été déçue de la visite, puisqu'il a un Eris qui est archi-dominant auprès de son soleil, et qu'avec, donc ça c'est au niveau de son thème de naissance, et qu'avec le jeu des transits, eh bien toute sa vie aura été marquée par l'empreinte d'Eris, puisque lorsqu'elle poursuit son chemin, elle passe d'abord sur son soleil, elle reste une dizaine d'années dessus. C'est à ce moment-là, donc sur l'année 2005, où il a fait ses plus grandes découvertes au niveau des équations. Ensuite, eh bien, ça passe sur Mercure, ça passe sur Saturne, enfin bref, il a passé finalement une bonne trentaine, un peu plus d'une trentaine d'années sous l'influence marquée et puissante d'Eris. Donc je me suis dit, ah, il y a quand même une coïncidence là, quelque chose peut-être d'une signification qui serait, en tous les cas, qui m'encourageait à poursuivre dans cette direction. J'ai exploré l'ensemble des autres thèmes des génies créatifs et eh bien, effectivement, à chaque fois, bingo, Eris est soit en lien avec un ou deux luminaires et il est également prégnant au niveau des transits au moment des grandes découvertes. Donc, j'ai poursuivi, je dirais, dans cette direction-là. Et pour arriver finalement à ce tableau, je me suis dit, bon, bah, finalement, si Eris correspond au centre de la très grande transcendance, il nous faudrait une quatrième colonne qui viendrait compléter le RET initial de Jean-Pierre Nicolas. Jean-Pierre Nicolas donc, a eu l'idée absolument géniale de catégoriser les planètes et de les regrouper en familles en fonction de critères astronomiques en lien avec leur orbite, selon qu'elle est interne à l'orbite terrestre ou extérieure, selon que la planète est visible à l'œil nu ou invisible à l'œil nu. Selon aussi sa taille apparente, son diamètre apparent, selon qu'il soit petit, moyen ou grand. À chaque fois, ça correspond effectivement à du coup une caractéristique spéciale pour la planète en question. Donc je me suis dit, bon, on va imaginer une quatrième colonne avec du coup Eris, qui serait peut-être au centre, en analogie avec Mars, qui est au centre de l'existence, eh bien Eris serait peut-être au centre de la transcendance. Pluton et pour moi et Charon plus Orcus sont des deux côtés, comme je disais précédemment, du côté de la transcendance simple, mais également du côté de la très grande transcendance. Alors la différence que je fais moi entre la transcendance simple entre guillemets et la très grande transcendance, les deux renvoient finalement au phénomène inexpliqué. Mais la transcendance simple, eh bien, reste sur le plan des images. On est, voilà, j'ai essayé de catégoriser, donc on est sur, en tous les cas, on reste sur la représentation. Donc on reprend l'analogie du tableau de Jean-Pierre Nicolas, hein, ce qui est le plus proche, eh bien, on peut le transposer là. Au niveau de la transcendance, qui est le plus proche dans les orbites, c'est Pluton, Charon, avec Orcus et son compagnon. Oméa et Makemake sont également dans le coin. Donc, avec cet ensemble de planètes-là, eh bien, on serait sur des images fulgurantes en lien avec la très grande transcendance, mais on resterait, je dirais, sur des idées, sur des croyances, sur des éthiques. Tandis sur des principes éthiques. Tandis qu'avec Eris, là, on mettrait les deux pieds dans le niveau très grande transcendance, puisque ça serait l'incarnation
de la très grande transcendance à travers le corps subtil, qui du coup permettrait de vivre des phénomènes totalement inexpliqués, comme ceux par exemple des expériences de mort imminente, où il y a manifestement quelque chose qui nous échappe dans les témoignages de ces personnes-là. Il y aurait pour moi aussi quelque chose en lien avec Eris, c'est ce que je mets à jour au niveau des synchronicités et au niveau des coïncidences qui n'en sont pas d'ailleurs à mes yeux, avec les guérisons spontanées inexpliquées, comme celle type Lourdes, où on a quelques cas où on peut faire des recherches bien précises, et effectivement, eh bien, on s'aperçoit que dans le thème des personnes, ce fameux Eris est activé. Et la troisième colonne, alors là, on serait sur ce qu'il y a de plus éloigné du système solaire, vraiment à la marge et aux limites externes, avec le nuage de Oort. On a repéré Sedna, je ne sais pas si elle est du côté du lointain ou du très lointain. Une planète X est en train d'être recherchée par l'équipe américaine d'astronomes qui braquent leur télescope du côté des planètes naines. Et là, ils se sont aperçus que sur une orbite particulière se trouvait une planète qui était a priori avec une gravité très puissante. Donc ils ont repéré l'orbite, mais ils n'ont pas repéré à quel endroit de l'orbite elle se trouvait. Et puis peut-être qu'on aurait bien les comètes qui se retrouveraient de ce côté-là du ciel et qui auraient du coup une influence en lien avec les lois de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Et là, on touche clairement au secret de la création et au secret de la destruction et de tout ce qui relève des grandes lois du cosmos. Donc finalement, cette petite Eris, eh bien, m'a fait visiter des contrées très lointaines. Voilà, donc j'ai profité de cette vidéo pour partager, je dirais, à la fois mes découvertes, mais également tout l'ensemble des autres pistes qu'il faudrait explorer pour tenter d'avoir un RET probablement. Il y a probablement quelque chose de l'ordre d'un RET autre et double qui est à penser du côté de la très grande transcendance, où il y a peut-être des effets miroirs entre nos planètes du RET connu, hein, qui tournent au plus près du Soleil, mais également en lien avec peut-être en résonance, en miroir, ou en image de poupée de gigogne du côté de la très grande transcendance. Voilà, bah écoutez, au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.